Le 4 juin 1944, près de Harland, dans l'Iowa. Le soleil se levait lentement au-dessus des champs de maïs, étirant des traînées dorées sur l'herbe encore perlée de rosée. Dans l'air flottait une odeur de terre humide, et celle, plus douce, du miel chauffé par les premières lueurs du matin. John Winslow Carson, 36 ans, se tenait devant une rangée de ruches en bois. Sa chemise de flanelle lui collait déjà au dos. Les abeilles bourdonnaient autour de lui avec une précision presque militaire. Il plongea une cuillère dans un pot de miel ambré et laissa filer un long filet épais dans un verre. « La chose la plus douce au monde », murmura-t-il. « Mais y a rien de doux dans cette foutue guerre !» Puis un grondement monta dans le ciel. Pas un tracteur, pas un camion. Des avions, des bombardiers B-17 en route vers l'Europe et vers l'enfer. John leva les yeux. Il ne salua pas. Il regarda seulement le ciel, vide de nouvelles. Son frère Mark n'avait plus écrit depuis des semaines. Il allait retourner vers la grange lorsqu'un camion militaire s'arrêta dans l'allée de gravier. Un soldat descendit, clipboard sous le bras. « John Carson ? C'est moi. L'armée réquisitionne du miel. Vous avez bien 350 ruches ? Oui. Mais vous en faites quoi là-bas ? Monsieur, on a besoin de tout. Surtout de ce qui se conserve. » Le camion recula vers la grange. John resta immobile. Il n'envoyait pas des armes. Il envoyait des bocaux de miel. « On n'a jamais gagné une guerre avec du vomi d'abeilles, » souffla-t-il. Il se trompait pourtant. John Carson n'était pas un héros. Juste un fermier, un apiculteur. Un homme qui n'avait jamais quitté son comté natal. Né en 1908, il avait hérité d'un lopin de terre fatigué et de quelques ruches oubliées. En 1935, il transforma tout cela en une exploitation florissante. Plus de 200 colonies, presque 12 millions d'abeilles. Puis vint Pearl Harbor. Les jeunes partirent, les voisins partirent, son frère partit. John fut déclaré inapte, un genou abîmé, une honte qui lui rongeait l'âme. Alors il produisit du miel, encore et encore, assez pour attirer l'attention du gouvernement, qui en avait besoin pour nourrir les troupes, fabriquer des pansements et remplacer le sucre rationné. John ignorait que, quelque part dans des bureaux militaires, on étudiait le miel et la cire pour réduire le bruit, camoufler les machines et absorber les vibrations. Rien de tout cela ne lui parvenait. Un matin, un simple commentaire d'un soldat déclencha tout. On a perdu 6 camions en Normandie. Les Allemands les entendaient de loin. Mécanique trop bruyante. John s'arrêta. Il regarda la cuillère de miel et répondit « J'ai un mélange. Du miel, de la cire et de l'huile de lin. Ça étouffe les grincements. Je m'en sers pour mes outils. » Le soldat éclata de rire. « Vous voulez qu'on mette votre pâte d'abeille sur nos camions ?» John haussa les épaules. « Ça évitera peut-être d'en perdre 6. » Une semaine plus tard, on revint. Un officier. Sérieux. « Votre mélange fonctionne. Nous voulons 100 gallons par mois. Nom de code. Sweet Silence. » John resta figé. Il venait, sans le vouloir, d'entrer dans la guerre. Son atelier se transforma en usine improvisée. L'odeur de miel chaud et de cire fondue envahit la grange. Puis la première lettre du front arriva. « Votre truc marche. 2 camions ennemis détruits, aucune perte chez nous. Continuez. » On lui expliqua que le mélange réduisait réellement les vibrations, qu'il camouflait certains bruits mécaniques et qu'il aidait à éviter les détecteurs acoustiques ennemis. Le 3 juin, 10 barils furent envoyés en urgence vers l'Angleterre. Ils atteindraient la Normandie 10 jours après le débarquement. En Europe, les soldats découvrirent le Carson Compound, comme on découvre une rumeur étrange qui finit par se révéler vraie. Dans les ateliers de campagne, dans la boue des champs normands, entre 2 détonations, la pâte dorée passait de main en main. Certains l'appelaient la graisse d'abeille, d'autres le sirop fantôme. Un nom qui fit sourire les jeunes recrues, mais qui força rapidement le respect des vétérans. Ils racontaient
que juste après l'avoir appliqué, les camions semblaient changer de nature. L'acier vibrait moins. Les transmissions grincèrent plus doucement. Les essieux cessaient leur plainte métallique et le son se transformait en un roulement discret, presque animal, comme si les machines retenaient leur souffle. Des mécaniciens britanniques, sceptiques, avaient fait un test dans un bois près de Bayeux. 2 GMC, l'un traité, l'autre non. À 50 mètres, on n'entendait plus que celui sans le composé. À 30 mètres, même résultat. À 20 mètres, le silence du premier était devenu si étrange qu'ils avaient cru qu'il s'était arrêté. Quand le rapport remonta jusqu'au commandement logistique, on augmenta les commandes sans attendre. Une photographie arriva jusqu'à John. Un cliché en noir et blanc, granuleux, montrant 6 camions alignés sous un ciel bas, dans un paysage meurtri. Un soldat, agenouillé, appliquait son mélange sur les jantes. Au dos de la photo, quelques mots écrits d'une main nerveuse. « Votre truc nous a sauvés. Continuez. » John resta longtemps assis sur la marche de la grange, la photo dans les mains. Il la relut tant de fois que l'encre finit presque par s'effacer sous son pouce. Les jours suivants, les demandes explosèrent. 400 gallons par semaine, puis 600. Une quantité inimaginable pour une seule ferme, mais il le faisait. Il chauffait la cire, il mélangeait le miel, il ajustait les proportions comme un alchimiste hanté par l'idée qu'une erreur pourrait coûter une vie. Il douta parfois. Il n'était qu'un fermier, qu'un homme resté à l'arrière, qui n'avait jamais vu la guerre autrement qu'à travers les lettres de son frère. Pourtant, sans comprendre comment, il en faisait désormais partie. Invisible, mais indispensable. Ses abeilles travaillaient du matin au soir, et lui aussi. Dans la grange saturée d'odeurs chaudes et sucrées, chaque baril semblait une prière pour des hommes qu'il ne connaîtrait jamais. Août 1944. La poche de falaise se refermait. Les routes grouillaient de réfugiés, de véhicules, de fumée, de carcasses brûlées. Les combats étaient partout, sans répit. Au sein du commandement allié, un convoi attira toutes les attentions. 212 camions, carburant, munitions, vivres, matériel médical. De quoi soutenir l'offensive qui pousserait les Allemands vers l'Est. Mais le convoi devait franchir un corridor minuscule entre 2 forces ennemies, une sorte de couloir de mort. Le bruit était leur pire ennemi. La moindre vibration métallique risquait de résonner dans la nuit comme une cloche funèbre. Alors l'ordre tomba. Appliquer le Carson Compound sur chaque véhicule. Aucune exception. Les équipes de maintenance travaillèrent jusqu'à l'épuisement. Ils badigeonnèrent essieux, rotules, transmissions, où qu'un son pouvait naître. Certains en appliquèrent même sur des zones théoriquement inutiles, juste par superstition. Parmi les conducteurs du convoi se trouvait Mark Carson, le frère de John. Il ignorait tout de l'origine du mélange. Et surtout, il ignorait qu'il manipulait le fruit du travail de son propre frère. Quand la nuit tomba, les moteurs se mirent à ronronner. Un son plus feutré que d'habitude, presque inquiétant dans son calme. Le convoi s'étira dans l'obscurité comme un serpent d'ombre, les lumières éteintes, les hommes retenant leur souffle, avançant à quelques kilomètres à l'heure. À moins d'1 kilomètre, une patrouille allemande montait la garde près d'une haie. Les Alliés purent les voir, distinguer la cigarette rougeoyante d'un sous-officier, entendre le cliquetis d'une arme. Mais eux n'entendirent rien. Pas un cliquetis, pas un soupir de métal. Rien. Un silence parfait. Un silence fabriqué dans la vieille grange d'un fermier de l'Iowa. Quand, finalement, le convoi fut repéré, il avait déjà traversé la zone la plus dangereuse. Le bombardement fut bref. 3 camions touchés. Aucun mort. Ce soir-là, la guerre aurait pu changer de tournure. Mais elle suivit son cours parce qu'un homme à des milliers de kilomètres avait cru qu'un peu de miel pouvait faire la différence. Quelques jours après cet exploit, John reçut une lettre. Une enveloppe froissée, tachée de boue séchée.
Il reconnut l'écriture, immédiatement celle de Mark. John ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. « Ils ont mis ton mélange sur notre camion. On a roulé sans bruit. Même quand on nous a bombardés, je suis vivant. Continue. » John resta un long moment immobile. Il relut la lettre encore et encore. Puis il sortit, traversa ses champs et s'assit devant ses ruches. Il laissa le vent porter ses pensées. Il sentit les abeilles tourner autour de lui, comme si elles lui rendaient un salut silencieux. Il pensa à tous les hommes qu'il avait peut-être aidés, à toutes les vies épargnées, aux nuits glacées, aux routes dévastées, à son frère encore debout. En septembre, l'armée informa John qu'elle n'aurait plus besoin de son composé. Les lignes de ravitaillement étaient désormais plus sûres. Les opérations évoluaient. Sweet Silence devint un dossier classé dans les archives militaires sans rapport public, sans félicitations, sans médaille. La guerre prit fin. Mark revint. Les deux frères parlèrent très peu de ce qui s'était passé, la pudeur de ceux qui ont frôlé la mort et de ceux qui l'ont vaincu à distance. Les années passèrent. Ils s'assirent des centaines de fois devant leur ruche, côte à côte, écoutant simplement le bourdonnement du monde, un bourdonnement qui, pour eux deux, aurait toujours le goût d'un étrange miracle. John mourut en 1971. Sa nécrologie mentionna ses ruches, sa ferme, son dévouement, mais pas Sweet Silence, pas la nuit de falaise, pas les vies sauvées. Des décennies plus tard, un enfant jouait dans la vieille grange. Il fouillait dans les armoires poussiéreuses, les tiroirs oubliés, les boîtes métalliques qui n'avaient pas été ouvertes depuis des générations. Dans un coin, sous un tas de planches, il trouva une boîte cabossée. Dedans se trouvait un petit bocal fissuré, rempli d'un miel presque noir, épais comme de la résine. Un mot était roulé contre le verre. Un papier jauni, fragile, « Sweet Silence ». « Souviens-toi de nous ». L'enfant ne comprit pas tout de suite. Mais en montrant l'objet aux adultes, l'histoire ressortit lentement, comme une mémoire enfouie. Une rumeur devint récit. Un récit devint héritage. Et l'héritage devint une vérité simple. Parfois, les plus petites contributions sont celles qui sauvent le plus de vies, celles qui ne font pas de bruit, celles qui ne réclament aucune gloire, celles qu'on fabrique avec les mains, avec le cœur ou avec un peu de miel. Ainsi se termina l'histoire de Sweet Silence. Une victoire discrète, une victoire invisible, une victoire née du travail d'un homme qui ne se voyait pas comme un héros, mais qui en fut un pourtant.